Un triangle amoureux. 3 ans de rencontres secrètes. Des mensonges sans fin. Et un meurtre, commis la nuit où la patience a finalement éclaté. L'histoire d'un homme qui a tenté de mener une double vie, jusqu'à ce que tout s'effondre. Là où les sentiments se mêlent à la tromperie et à l'infidélité, la situation peut à tout moment échapper à tout contrôle. Manuela Bailo est née dans une famille italienne. Elle cherchait le bonheur, mais la chance semblait lui tourner le dos. Pendant longtemps, elle a été liée à un homme nommé Matteo Sandri. Ils ont été mariés pendant près de 10 ans, mais peu de temps avant les événements décrits, le couple s'était séparé. Cependant, ils avaient contracté ensemble un prêt immobilier et continuaient donc de partager le même toit. Ils ne pouvaient pas déménager. Les mensualités les liaient plus solidement que ne l'avaient jamais fait leurs sentiments. Encore jeune, Manuela avait fait des études supérieures en économie et en commerce, avant de se plonger corps et âme dans le travail et sa carrière. Elle avait trouvé un poste d'économiste dans le syndicat d'une entreprise. Là, elle s'est rapidement distinguée des autres employés. La jeune femme s'est révélée être une leader, professionnelle, attentive aux détails. Quand elle entrait dans un bureau, ses collègues se redressaient involontairement, non par peur, par respect. Quelques années après son arrivée dans l'entreprise, on lui a confié un poste de direction. Bien que Manuela fût une femme petite et frêle, elle savait gérer une équipe et inspirait le respect. Elle trouvait le juste milieu entre la rigueur et l'humanité dans ses relations. Elle savait quand il fallait être ferme et quand il fallait simplement écouter. Elle était appréciée tant au travail que dans sa vie personnelle. Après s'être officiellement séparée de son mari, elle a continué à vivre sa vie habituelle, mais rêvait toujours d'une vraie famille et d'enfants. Parfois, le soir, elle regardait la moitié vide de la maison en se demandant « Quand est-ce que ça finira ?» Cette incertitude, cette attente. Tout a changé quand Fabrizio Pasini est entré dans sa vie. Il avait été embauché à un poste au siège du même syndicat où travaillait Manuela. Le nouveau venu s'est avéré être joyeux, ouvert, prêt à aider, mais avec un caractère combatif. Il faisait du sport, ce qui lui donnait une apparence toujours en forme et soignée. Fabrizio était plus âgé que Manuela. Ce type d'homme était très différent de ceux auxquels elle était habituée. Il adorait le rugby avec ses copains, l'airsoft et s'entraînait constamment. Il avait même transformé sa maison de campagne près de Crémone en terrain d'airsoft pour ses amis. Sur la propriété, il y avait un véritable polygone, ressemblant à un entrepôt, avec des tas de tenues de camouflage et d'armes converties pour tirer des billes en plastique. La première fois qu'elle a vu son terrain de jeu, elle a été surprise. Un homme adulte qui jouait à la petite guerre. Mais pour une raison ou une autre, ça lui a plu. Cette part d'enfance, cette énergie. Bien que Manuela et Matteo se soient séparés dès 2015, elle vivait toujours avec lui, mais sans aucune intimité. Pendant un temps, elle a même envisagé d'essayer de raviver leur relation. Mais quand Fabrizio est apparu dans son monde, cette pensée s'est définitivement évaporée. Il est intéressant de noter que les ex-époux continuaient de se comporter en public comme s'ils étaient toujours en couple. Dans la rue, ils pouvaient marcher côte à côte, saluer les voisins. Personne ne remarquait rien. Seuls leurs amis les plus proches comprenaient ce qui se passait réellement. Ils ne voulaient pas étaler les détails de leur vie privée sur la place publique. Mais en réalité, ils cherchaient simplement à rembourser le prêt hypothécaire de cette maison. Le logement était divisé en 2 et utilisé comme 2 appartements séparés. Chacun sa porte, chacun sa vie. Officiellement ensemble, en réalité séparés. Pour ne pas afficher l'arrivée d'un nouvel homme dans sa vie, Manuela gardait sa relation avec Fabrizio secrète. Seules quelques-unes de ses amies les plus proches étaient au courant. Elle ne cachait pas cette liaison à son ex-mari. Il était au courant de sa nouvelle romance, mais ne s'intéressait pas particulièrement aux détails. Il a haussé les épaules quand elle le lui a dit. Et puis voilà, sa vie à elle.
Fabrizio lui-même ne claironnait pas non plus sa liaison à tout bout de champ. Et ce n'était pas par modestie, c'est simplement que Fabrizio était un homme marié. Cependant, quand leur relation physique a commencé, il s'est mis à se plaindre d'être malheureux en ménage depuis longtemps, de vouloir quitter sa femme et la laisser avec leurs 2 enfants adolescents. D'après ses dires, le divorce était imminent. Manuela écoutait et y croyait. Elle voulait y croire, car l'alternative était trop douloureuse. Avec le temps, les sentiments de Manuela n'ont fait que se renforcer. Elle a commencé à parler de ses tourments à ses amis et à ses proches, leur confiant à quel point elle était profondément amoureuse. Elle appelait constamment son nouveau partenaire, voulait être avec lui tout le temps, mais sa femme et ses enfants étaient un obstacle. Elle vérifiait son téléphone toutes les 5 minutes, attendait des messages, était à l'affût de la moindre vibration. Si auparavant leurs rendez-vous étaient purement romantiques, la femme voulait maintenant emménager avec Fabrizio, peut-être même officialiser leur relation. Elle attendait obstinément le moment où il romprait enfin avec son épouse. Elle faisait des projets, imaginait comment ils vivraient ensemble, discutait avec ses amis des meubles qu'ils achèteraient, de leur destination de vacances. Tout cela n'existait pour l'instant que dans sa tête. Manuela a même discuté avec son ex-mari du partage de leurs biens communs au cas où elle se marierait officiellement avec Fabrizio. Ils se sont mis d'accord sur tout, sans conflit. Matteo a réagi calmement à cela, trop calmement à bien y réfléchir. Peut-être qu'il comprenait déjà quelque chose à ce moment-là. Le seul obstacle restait l'amant, qui, pour une raison quelconque, retardait la rupture de son mariage. Près d'1 an de liaison secrète s'était écoulé quand Manuela a commencé à se montrer plus insistante. Ils ne se voyaient qu'aux heures de bureau. L'amant mentait à sa femme, disant qu'il était retenu tard au bureau alors qu'il allait chez sa maîtresse. La femme voulait de vrais rendez-vous, passer les week-ends avec lui, mais Fabrizio consacrait ses jours à sa famille. Il prétextait constamment les enfants. Pendant de longs mois, ils lui ont servi d'excuse. Un coup, il devait emmener son fils au football. Un autre, rendre visite à sa mère malade. Chaque fois, Manuela avalait la pilule, même si quelque chose se serrait en elle. En réalité, Fabrizio ne faisait que s'amuser, passait du temps avec ses amis et vivait pour son propre plaisir, ne contactant Manuela que pour des rapports physiques. Leur romance s'était entièrement transformée en une liaison de bureau, mais cela ne convenait pas à la femme, qui aspirait à plus. Les amants se croisaient au travail, rencontres dans les couloirs, regards furtifs, contacts accidentels quand personne ne regardait. Manuela a vite commencé à soupçonner que l'homme la trompait et se servait d'elle. En somme, il menait une double vie. D'un côté, Fabrizio jouait le rôle du père de famille respectable, du mari fidèle et du père attentionné. De l'autre, il y avait sa maîtresse, Manuela. Fabrizio partait régulièrement en vacances en Sardaigne avec sa famille. Sa mère aimait aussi participer à ses voyages. Naturellement, Manuela ne faisait pas partie du cercle des élus. Elle regardait ses photos sur les réseaux sociaux, la plage, des visages heureux, les enfants, une famille parfaite. Et elle restait seule à la maison, à attendre son retour. Elle avait commencé à deviner depuis longtemps que toutes ces histoires de séparations avec sa femme, de départ du foyer familial et autres prétextes n'étaient qu'un tissu de mensonges. Il n'abandonnerait jamais son ancienne vie pour elle, mais elle n'avait pas l'intention de rompre avec l'homme qu'elle aimait. Il était évident qu'il aimait beaucoup Manuela aussi. Il n'osait pas rompre avec sa maîtresse, mais il était assez convaincant dans ses discours pour la persuader constamment d'attendre encore un peu. Il connaissait les bons mots, les bonnes intonations. Il savait la calmer juste au moment où elle était prête à tout laisser tomber. Manuela s'est résignée
et a décidé d'attendre patiemment le moment où son amant resterait enfin avec elle. Elle ne le pressait pas, elle s'est convaincue que c'était la bonne stratégie, que la pression ne ferait que tout gâcher. La femme de Fabrizio n'avait aucune idée de sa liaison. Il avait demandé à sa maîtresse de garder le silence à ce sujet pour que l'infidélité ne nuise pas à sa réputation et à sa situation financière lors du divorce. Manuela se montrait compréhensive et Fabrizio la persuadait que le divorce n'était qu'une question de temps, qu'il devait simplement régler quelques points importants. L'homme avait de nombreux leviers de pression, notamment le partage des biens et la garde des enfants. Fabrizio affirmait qu'il n'arrivait pas à se mettre d'accord avec sa femme. C'est pour cela que tout traînait. Il terminait souvent la conversation avec une nouvelle fable sur les complexités des procédures judiciaires. Mais en réalité, il ne faisait que mentir à sa maîtresse lors de leurs rencontres et de leurs appels téléphoniques. Il parlait longtemps, en détail, avec des précisions. Plus il y avait de détails, plus le mensonge paraissait crédible. Manuela l'appelait souvent quand elle ne pouvait pas le voir le week-end. Il venait chez sa maîtresse, déclarait que sa relation avec son épouse était terminée et qu'ils seraient bientôt ensemble, mais seulement pour passer une autre nuit avec elle. Il disait tout ce qu'elle voulait entendre, puis il rentrait chez lui auprès de sa femme. Fabrizio continuait aussi de mentir à sa femme. Tout cela exigeait de la discrétion. La tromperie l'aidait à expliquer pourquoi il ne pouvait pas voir sa maîtresse plus souvent. Il refusait constamment les sorties au cinéma ou au restaurant pour dîner, afin que le couple ne soit pas vu, n'acceptant que des rencontres dans des endroits isolés pour des raisons évidentes. Des chambres d'hôtel en périphérie, la villa de sa mère quand elle n'était pas là, une voiture sur un parking désert. Cependant, il s'agissait d'une femme habituée à prendre les choses en main et à tout résoudre par elle-même. Elle devenait de plus en plus insistante. Elle percevait les refus de Fabrizio avec une grande irritation. Parfois, seul le talent d'orateur de l'homme parvenait à maîtriser les élans émotionnels de son amante. Mais à chaque fois, cela demandait de plus en plus d'efforts. Malgré son accord de se taire, de patienter et d'attendre dans l'ombre de son amante, la femme vivait mal cette période. Manuela racontait à ses proches qu'elle pleurait de plus en plus souvent de ne pas pouvoir être avec l'homme qu'elle aimait comme elle le souhaitait. Elle pleurait la nuit, quand personne ne la voyait, effaçait les traces de mascara sous ses yeux avant d'aller au travail. Elle ne pouvait même pas se confier à tout le monde, car Fabrizio l'avait convaincue de ne pas divulguer d'informations sur leur liaison, même à ses amis les plus sûrs. La femme l'aimait sincèrement, c'est pourquoi elle abordait ces sujets avec une grande prudence, et seulement par désir de trouver compréhension et soutien. Elle avait besoin de parler à quelqu'un, sinon elle serait devenue folle. Naturellement, cela ne pouvait pas durer éternellement. En juin 2017, un premier problème sérieux est survenu pour Fabrizio. Sa femme a découvert sa liaison avec une autre femme. Comment exactement, on l'ignore. Peut-être un message fortuit, peut-être un conseil de quelqu'un. Elle s'est tellement mise en colère qu'elle a fait une scène, après quoi l'homme a été contraint de déménager chez sa mère. Il y a passé 10 jours, puis s'est excusé auprès de son épouse, l'a supplié de lui pardonner, et sa femme a accepté. L'histoire classique, des larmes, des promesses, le pardon. Même à ce moment-là, alors que l'occasion se présentait, l'homme n'avait pas l'intention de divorcer et d'abandonner ses enfants. Manuela a appris qu'il vivait chez sa mère et a espéré que Fabrizio officialiserait rapidement le divorce. Elle l'a appelé, agité, lui a demandé ce qui allait se passer ensuite. Il a immédiatement décidé de profiter de la situation, inventant un nouveau mensonge sur le fait que la procédure de divorce était sur le point de commencer.
À ce moment-là, leur liaison durait déjà depuis 3 ans, mais rien de tout cela n'allait jamais se produire. Manuela s'était souvent surprise à penser que pour Fabrizio, elle n'avait toujours été qu'un jouet et un moyen d'échapper à la routine familiale, de s'amuser, d'obtenir une dose d'adrénaline, tout sauf un sentiment sérieux. Cette pensée lui venait de plus en plus souvent, surtout quand elle était seule dans son lit, à fixer le plafond. Après la dispute avec sa femme, il s'est de nouveau retrouvé sous le même toit qu'elle. Alors sa maîtresse a décidé de mettre un point final. Manuela était si fatiguée de tous ces mensonges qu'elle a posé un ultimatum à son amant. Elle exigeait qu'il choisisse enfin, soit elle, soit sa femme. Sa voix tremblait en disant cela, ses mains aussi. L'homme n'a pas donné de réponse claire. Il savait déjà comment se comporter. Alors il a recommencé à raconter ses vieilles histoires, disant qu'il allait bientôt se séparer de son épouse, qu'il avait même déjà commencé à préparer les documents. Manuela ne le croyait plus, car elle avait entendu cela des centaines de fois. Mais elle voulait le croire. Ce sont deux choses différentes. Au printemps 2018, elle a exigé le numéro de téléphone de sa femme pour la contacter elle-même et savoir s'ils étaient vraiment en train de divorcer. Fabrizio a même accepté, mais quand Manuela a composé le numéro, il s'est avéré qu'il lui avait donné une série de chiffres au hasard. Un homme inconnu a répondu au téléphone, surpris. Et bien sûr, ce n'était pas le numéro de sa femme. Manuela s'est mise en colère. Elle comprenait qu'il mentait encore. Elle l'a appelé, lui a crié dessus au téléphone. Il est resté silencieux, attendant que la tempête passe. Cette fois, la femme a décidé de rompre la relation, mais Fabrizio n'était pas prêt. Il a déclaré qu'il allait immédiatement tout raconter à son épouse. Une demi-heure plus tard, il a appelé sa maîtresse pour lui annoncer que c'était fini avec sa femme, qu'il ne restait plus qu'à régler la paperasse. Manuela était satisfaite, mais elle ne savait pas que tout cela n'était qu'une nouvelle invention. Il était simplement assis dans sa voiture, sur un parking, attendant le temps nécessaire avant de l'appeler, pour que ce soit crédible. Fin juillet 2018, Fabrizio a décidé d'organiser un dîner avec ses amis de l'équipe de rugby et d'airsoft. Sa femme devait également être présente à la soirée. Pendant ce temps, sa mère avait emmené les petits-enfants en Sardaigne. Le fils et la belle-fille devaient les rejoindre quelques jours après la rencontre avec les amis. Malgré l'événement prévu, l'homme a décidé de trouver du temps aussi pour sa maîtresse. Il faisait toujours comme ça, jonglait entre ces deux vies, tel un funambule. Le 27 juillet 2018, ils ont convenu de se retrouver au restaurant. À son épouse, il a dit qu'il devait rendre visite à un ami qui s'était blessé et n'avait pas pu venir à la rencontre avec les amis. Et à sa maîtresse, il a dit qu'il devait conduire sa mère à l'aéroport pour qu'elle parte en Sardaigne. Bien sûr, c'était un mensonge, car elle y était déjà. Manuela lui a pardonné son retard au dîner et attendait maintenant de le retrouver pour passer la nuit ensemble. Pendant qu'elle attendait son amant, elle a décidé de vérifier s'il y avait des vols pour la Sardaigne que la mère de Fabrizio aurait dû prendre, juste par curiosité ou par méfiance. Elle a ouvert le site de la compagnie aérienne, a parcouru les horaires. C'est ainsi qu'elle a découvert qu'il n'y en avait aucun à ce moment-là. Son amant avait une fois de plus tenté de la tromper. Elle a de nouveau essayé de démasquer le mensonge, a soulevé la question de la rupture, car elle pensait qu'il continuait de vivre avec sa femme. Elle lui a écrit un long message, furieux, avec beaucoup de points d'interrogation. Recevant une nouvelle salve de messages furieux, l'homme a tenté de la calmer, la persuadant que leur soirée aurait bien lieu. Pour cela, il devait régler quelques affaires. Bien sûr, il ne trouvait tout simplement pas de prétexte pour s'éclipser de la rencontre organisée où se trouvait également son épouse. La femme de Fabrizio était au dîner avec les membres des équipes, une compagnie bruyante, des rires, de la bière.
Après 20 heures, elle a remarqué son absence et l'a appelé sur son portable. « Où es-tu » Le mari a promis qu'il la rejoindrait bientôt. Il a tenté d'expliquer son retard en disant qu'il se trouvait chez un collègue malade, car il devait récupérer un document de travail chez lui. Il parlait calmement, comme s'il se tenait vraiment dans l'entrée de quelqu'un. En réalité, le 27 juillet, il s'est échappé pour passer la nuit avec sa maîtresse. Pour cela, il a utilisé la maison de sa mère. La villa où vivait la femme était située à Ospitaletto, non loin de Brescia. Un endroit tranquille. Les voisins étaient loin. Personne ne verrait rien. L'amant a réussi à tromper son épouse. Ils ont passé la soirée du 27 avec Manuela, et personne n'a rien soupçonné, du moins pour l'instant. Il fallait maintenant s'échapper d'elle pour être avec sa femme et ses amis le matin. Manuela s'est assoupie sur le canapé, fatiguée, heureuse. Ils avaient enfin passé du temps ensemble. Au milieu de la nuit du 28 juillet, Fabrizio l'a réveillée pour la faire partir. Il l'a secouée doucement par l'épaule. Elle a ouvert les yeux, ne comprenant pas tout de suite ce qui se passait. Il a déclaré qu'il devait se rendre d'urgence à l'hôpital, car il avait trébuché et s'était violemment cogné le flanc contre le canapé. Il a montré un bleu sur ses côtes, a dit qu'il ressentait une douleur et même des difficultés à respirer. Il grimaçait de manière convaincante, se tenait le côté. Manuela s'est inquiétée et n'a pas voulu le laisser aller seul à l'hôpital. Le plan de s'enfuir sous ce prétexte n'a pas fonctionné. Sa maîtresse l'a accompagné au service des urgences. La route de nuit, les rues désertes. Là, Fabrizio continuait de réfléchir à la manière de s'esquiver. Pour plus de crédibilité, il a répété son invention au médecin et est allé dans la salle de radiographie. Pendant qu'il était au service, sa femme a recommencé à lui écrire et à l'appeler pour savoir si tout allait bien et quand il rentrerait de chez son ami. Fabrizio, par appel vidéo, a montré qu'il était à l'hôpital, déclarant s'être violemment cogné en promenant le chien de son ami. La caméra a tremblé, montrant des murs blancs, du matériel médical. Sa femme l'a cru. Au même moment, à l'extérieur du cabinet, était assise Manuela, qui ne s'inquiétait pas moins pour lui. Elle faisait défiler son téléphone, attendait. En même temps, elle l'a appelé plusieurs fois et s'est mise en colère quand elle a compris que la ligne était occupée. Quelqu'un d'autre était en ligne. Manuela ne lui faisait pas confiance à cause de ses mensonges constants, alors elle a soupçonné qu'il parlait à sa femme et que l'histoire de leur séparation était une invention. Tout s'est noué en elle. À 3h18 du matin, l'homme a été autorisé à quitter les urgences. Comme prévu, la radio n'a rien révélé, mais il a de nouveau profité de la situation. Il est rentré chez lui avec Manuela vers 4h du matin. Le ciel commençait déjà à s'éclaircir. C'est ainsi que le couple s'est retrouvé sur le terrain de la villa. Un violent conflit a immédiatement éclaté entre eux. La frustration accumulée pendant des mois a explosé. La femme était mécontente qu'il ait ignoré la plupart de ses messages et de ses appels pendant qu'il était dans la salle de radiographie. Manuela n'avait pas réussi à le joindre à plusieurs reprises. Elle était donc convaincue que tout ce temps, il parlait avec sa femme. La découverte de cette tromperie l'a mise en colère. Le ton est monté. Ses mains se sont mises à trembler. Une fois de plus, il a dû inventer un mensonge pour se justifier, mais cela ne fonctionnait plus. Manuela a de nouveau soulevé la question d'une rupture définitive, déclarant qu'elle était trop fatiguée du rôle de maîtresse, qu'elle ne voulait pas mener une double vie, et a donc proposé de tout arrêter. Elle parlait vite, s'étouffant avec ses mots. Bien sûr, c'était du bluff. En réalité, elle voulait être avec lui et espérait que ses paroles le convaincraient de quitter sa femme. Mais ça n'a pas marché. La femme s'est encore plus énervée quand Fabrizio a tout avoué et a également annoncé qu'il comptait se rendre en Sardaigne dans les jours à venir avec sa femme et ses enfants.
Il a dit cela simplement, comme s'il parlait de la météo. Après cela, Manuela, qui avait cru tout ce temps qu'il ne restait que peu de temps avant de vivre avec l'homme qu'elle aimait, s'est sentie trahie. Elle a continué à crier si fort que Fabrizio a proposé d'entrer dans la maison pour ne pas attirer l'attention des voisins. Il l'a pris par la main. Elle s'est débattue, mais l'a suivi. Les fenêtres des maisons voisines étaient sombres, mais il craignait que quelqu'un ne se réveille, n'entende, ne se souvienne. Quelques heures plus tard, l'homme est retourné auprès de sa femme et de ses amis. Il se comportait comme si de rien n'était. Il plaisantait, riait, buvait de la bière. Quand, après le week-end, Manuela, 35 ans, n'est pas apparue au travail, ses collègues se sont inquiétés. D'abord, ils ont pensé qu'elle était malade, mais elle prévenait toujours. Toute cette situation semblait de plus en plus étrange, car il était impossible de la contacter par les moyens habituels. Elle ne communiquait que par SMS, des réponses courtes. Sans détail. C'est Francesca, l'une des meilleures amies de Manuela, qui a appelé Fabrizio la première. La femme était au courant du triangle amoureux. Elle a demandé des explications sur la raison pour laquelle Manuela ignorait tout le monde et se comportait étrangement. Cela s'est produit le mardi alors qu'elle était absente depuis tout le week-end. Fabrizio a déclaré qu'il ne connaissait pas les détails car il n'avait pas vu la femme depuis vendredi dernier. Il parlait d'un ton préoccupé. Les bonnes intonations. Il a feint l'inquiétude et a demandé à Francesca de le contacter si elle avait des nouvelles. Puis il a raccroché et a soupiré. Après cela, l'homme a continué à passer du temps avec son épouse, prenant même des selfies qu'il envoyait à ses enfants qui se trouvaient à ce moment-là en Sardaigne avec leur grand-mère. Il souriait à l'appareil photo, enlaçait sa femme. Une image parfaite. La famille de la femme disparue a contacté les forces de l'ordre et a signalé sa disparition. Cependant, son sort est resté un mystère au cours des semaines suivantes. Pendant tout ce temps, la police a mené l'enquête, interrogeant l'entourage proche de la femme disparue et éclaircissant les circonstances de sa vie. C'est ainsi qu'ils ont appris l'existence du triangle amoureux dans lequel elle était impliquée, ce qui a suscité de sérieux soupçons à l'encontre de Fabrizio, de sa femme et de l'ex-mari de Manuela. Les détectives ont parlé à Matteo. Le mari était également inquiet que Manuela ne soit pas apparue à leur domicile depuis plusieurs jours. Assis en face des enquêteurs, il triturait nerveusement le bord de sa chemise. L'héroïne de l'histoire a été repérée le 28 juillet 2018 grâce aux caméras de surveillance installées à son domicile. Sur les images, on la voyait préparer un sac avec des vêtements et des affaires et quitter la maison commune vers 17 h. Ses mouvements étaient calmes. Aucune précipitation. Elle n'est jamais revenue dans cette maison. Manuela est montée dans sa voiture, une Opel Corsa grise à 3 portes, et s'est dirigée vers Brescia. La voiture a été retrouvée après une fouille des quartiers de la ville, mais cela n'a fourni aucune piste pour la suite des recherches. L'intérieur était propre, aucune trace de lutte. Personne dans l'entourage proche de Manuela n'avait la moindre idée de ce qui avait pu lui arriver. Il s'agissait pourtant d'une femme très responsable, qui ne disparaissait jamais sans prévenir et tenait à son travail. Elle entretenait des relations étroites avec sa famille et ses amis, communiquant régulièrement avec eux. Son comportement inhabituel a suscité des inquiétudes. Cela ne lui ressemblait pas. Le 2 août 2018, les carabiniers ont interrogé Fabrizio Passini pour la première fois. C'était peu de temps avant son départ pour la Sardaigne. L'homme a avoué avoir eu une relation secrète avec Manuela, mais a affirmé que leur liaison s'était terminée l'année précédente après que son épouse les ait découverts. Selon lui, la dernière fois qu'il avait vu la disparue était le vendredi 27 juillet, car ils travaillaient dans la même entreprise. Ils se parlaient simplement comme des collègues, rien de plus. Ils parlaient avec assurance,
regardait les enquêteurs dans les yeux. Les soupçons pesaient sur lui, mais sans preuve. Les policiers ont relâché Fabrizio et ont poursuivi les recherches. Ils ont vérifié les enregistrements des caméras de surveillance installées chez Manuela. Celles-ci ont montré qu'au cours des derniers mois, Fabrizio était venu au moins plusieurs fois à la maison où elle vivait avec son ex-mari. La voiture sur l'enregistrement était la même, la plaque d'immatriculation correspondait. Cela signifiait qu'ils mentaient clairement en disant qu'ils avaient mis fin à leur romance et se parlaient simplement comme des collègues. Ainsi est apparu le principal suspect, pris en flagrant délit de mensonge. Fabrizio est parti en Sardaigne avec son épouse, où il a retrouvé sa mère et ses enfants. Il ne savait pas encore qu'il était devenu le principal suspect pour les carabiniers. Il était étroitement surveillé et, pendant ses vacances, les preuves continuaient d'être rassemblées. Les appels téléphoniques, les messages, les transactions bancaires, tout était vérifié. Pendant ce temps, la meilleure amie de Manuela, Francesca, ainsi que sa sœur Ariana, se sont adressées à la télévision locale. Les femmes ont tenu une conférence de presse demandant à toutes les personnes concernées d'aider aux recherches de la disparue. Assise devant les caméras, les yeux rouges, Francesca tenait une photo de Manuela dans ses mains. L'incident a attiré l'attention d'un journaliste d'un journal local nommé Andrea. L'homme a même réussi à obtenir le numéro de Fabrizio et à le contacter. Il espérait découvrir de nouveaux détails, mais a entendu la même histoire que les policiers connaissaient déjà. Des rumeurs circulaient déjà sur la disparition de Manuela, le triangle amoureux et d'autres circonstances de la vie de la femme liées à son amant. Profitant de la situation, le journaliste a demandé directement à Fabrizio s'il était impliqué dans la mort de Manuela. Un silence s'est installé à l'autre bout du fil, court mais perceptible. Naturellement, il a tout nié. Sa voix était calme, contrôlée. Pendant ce temps, les carabiniers vérifiaient les messages et les conversations téléphoniques de Fabrizio et Manuela, trouvant de plus en plus de preuves contredisant les dires du principal suspect. Les messages étaient intimes, pleins de promesses. Ils ont ainsi pu confirmer que les amants correspondaient constamment et se sont convaincus que l'homme mentait. Leur romance continuait. Cette information est devenue publique alors qu'il était encore en voyage avec sa famille. Sa femme s'est à nouveau posé des questions sur sa liaison, mais son mari a continué de mentir, la regardant droit dans les yeux et mentant. Le 20 août, Fabrizio est rentré de Sardaigne avec sa femme, ses enfants et sa mère, bronzé, reposé. La première chose qui l'attendait, c'étaient les carabiniers qui lui ont exposé toutes les informations recueillies. Il se tenait à la sortie de l'aéroport. Finalement, son épouse, qui était encore dans l'ignorance, a compris qu'il n'avait en réalité jamais quitté Manuela. Son visage est devenu blême. Cependant, la femme n'a même pas eu le temps de lui dire quoi que ce soit, car l'homme suspect a été embarqué dans une voiture de police pour être emmené au poste pour un interrogatoire. Les enfants regardaient en silence, ne comprenant pas ce qui se passait. Après plusieurs heures d'un échange tendu, l'homme a fini par craquer. Il a avoué le meurtre, mais a affirmé que c'était arrivé accidentellement. Il a baissé la tête, a commencé à parler à voix basse. Fabrizio a conduit les policiers à l'endroit où il avait jeté le corps de sa maîtresse. Le trajet a été long, sur une route de campagne. À ce moment-là, le corps de Manuela était dans un état de décomposition avancée. Elle n'a pu être identifiée que grâce à un petit tatouage en forme de cœur noir sur l'un des doigts de sa main droite. C'est sa sœur, venue pour l'identification, qui l'a reconnue. Elle a crié en voyant ce cœur et tombé à genoux. Malgré ses aveux, Fabrizio a nié qu'il s'agissait d'un meurtre prémédité, tentant de tout mettre sur le compte d'un malheureux concours de circonstances. Au début, il a même raconté que Manuela était tombée dans les escaliers dans le feu de la dispute, ayant accidentellement manqué une marche.
Cependant, cette version a immédiatement semblé peu convaincante. Aucune tache de sang n'a été trouvée dans l'escalier, aucune trace de chute. De plus, l'autopsie n'a pas révélé de blessures caractéristiques d'une chute. Malgré l'état de décomposition, il était évident que les coups de couteau à la gorge avaient été fatals pour Manuela. 2 profondes entailles. Les données recueillies par les carabiniers ont permis de reconstituer les événements. Le visionnage des enregistrements des caméras de surveillance y a grandement contribué. Après la visite au centre médical cette nuit fatidique, le conflit a commencé. Pour ne pas attirer l'attention, Fabrizio a proposé d'entrer dans la maison. Dès que les amants se sont retrouvés à l'intérieur du garage, la femme a commencé à se disputer encore plus fort. Elle criait. Fabrizio a tenté de la calmer, mais sans succès. Elle ne l'écoutait pas. À un moment donné, il a perdu le contrôle de lui-même en entendant plusieurs insultes. Ce qu'elle a dit exactement reste inconnu, mais cela a suffi. Dans sa colère, l'homme a saisi un morceau de tube en acier qui traînait dans le garage, l'a frappé à la tête, après quoi sa maîtresse a immédiatement perdu connaissance et tombé. Un bruit sourd. Le corps s'est affaissé sur le sol en béton. Fabrizio a paniqué encore plus, mais au lieu de l'aider, il a pris un couteau qui se trouvait sur l'établi du garage et lui a tranché la gorge à 2 reprises. Ses mouvements étaient rapides, déterminés. Une flaque de sang s'est répandue sur le sol, s'agrandissant de plus en plus, sombre, presque noire dans la lumière de la nuit. Fabrizio a compris qu'il devait se débarrasser du corps. La première chose que le meurtrier a faite a été d'envelopper la frêle Manuela dans un grand sac poubelle et de l'enrouler avec du ruban adhésif. Ses mains tremblaient, le ruban collait à ses doigts. Il a placé le corps dans le coffre de sa voiture, puis a commencé à effacer les traces du crime dans la maison, lavant le sol, les murs. Il travaillait vite, méthodiquement. Après cela, il a laissé le corps dans le coffre de la voiture et a simplement quitté la villa de sa mère, emportant avec lui le sac et le téléphone portable de la victime. Il a allumé la radio pour étouffer le silence, pour ne pas entendre ses propres pensées. Le 28 juillet, Fabrizio a retrouvé son épouse et a de nouveau menti pour justifier sa longue absence. En parallèle, il utilisait le téléphone de Manuela pour envoyer des messages à sa famille, à son employeur et à ses amis. Il tapait des phrases courtes, essayait d'imiter son style. Il réfléchissait encore à la manière de se débarrasser du corps le plus sûrement possible. L'homme prévoyait de trouver un endroit sûr où il pourrait jeter le sac de manière à ce qu'on ne le retrouve jamais. Il a tout fait pour gagner du temps, informant les collègues de Manuela qu'elle avait de la fièvre et qu'elle avait donc besoin de quelques jours de repos à la maison. Si cela a fonctionné avec les employés, la famille de la victime a immédiatement remarqué que les messages de la femme étaient devenus étranges. Pas les mêmes mots, pas la même intonation. Ils ont tenté de la joindre par téléphone pour entendre sa voix. Naturellement, ils ont été ignorés. Le 30 juillet, Fabrizio a enfilé sa tenue de camouflage qu'il utilisait pour jouer à l'airsoft. Il s'est regardé dans le miroir. Son visage était calme. Il a finalement sorti le corps de sa maîtresse de la villa de sa mère et s'est dirigé vers la campagne de Crémone. C'est là que se trouvait cette ferme où il jouait et s'entraînait périodiquement avec son équipe. Un endroit où il avait été heureux autrefois. L'homme a jeté le sac en plastique contenant le corps dans une fosse à purin, puis a éteint le téléphone portable de Manuela, qu'il avait utilisé ces derniers jours, et l'a également jeté. Il resta immobile quelques secondes. Le silence, seul le vent dans les arbres. Les jours suivants, il est revenu sur les lieux, probablement pour s'assurer que les restes n'avaient pas été trouvés et ne pourraient pas être découverts. Il vérifiait, écoutait, craignait que quelqu'un ne tombe dessus par hasard.
Dans la portière de sa voiture, une Mitsubishi, 2 couteaux utilisés lors du meurtre ont été retrouvés. L'un était propre, le second portait des traces de sang. Ce fut une autre preuve convaincante de sa culpabilité lors du procès. Le procès pour le meurtre de Manuel Abaivo s'est déroulé en procédure abrégée. Le procureur avait requis la peine maximale, 30 ans. Cependant, à l'issue du procès, Fabrizio Pasini, âgé de 48 ans, a été condamné à 16 ans de prison. Il est resté immobile pendant la lecture du verdict, n'a pas tressailli, n'a pas pleuré. Curieusement, les enquêteurs n'ont jamais réussi à découvrir le mobile exact du meurtre. Le criminel lui-même a affirmé que c'était un accident, commis sous le coup de la colère. Cependant, tous ceux qui connaissaient bien l'histoire de sa liaison pensaient que Fabrizio s'était simplement piégé lui-même dans ses mensonges. Une toile de tromperie de 3 ans, sans issue. Une seule façon de tout arrêter. La femme avec qui il n'avait finalement jamais rompu a elle-même pris l'initiative de demander le divorce. En apprenant la poursuite de sa liaison et le meurtre, elle a obtenu les biens, une pension alimentaire et l'a privé du droit de visite de ses fils, au moins jusqu'à leur majorité. Ni sa femme, ni ses enfants ne lui rendent visite en prison. Il écrit des lettres. Elles reviennent sans avoir été ouvertes.